Bonjour les amis, fans de l'Olympique lyonnais, bienvenue dans cette vidéo débrief de la défaite de l'OL, 3-2 face au Paris Saint-Germain, une défaite qui nous laisse un petit peu un goût amer parce que quand on voit, je dirais les 20 dernières minutes, quand même, on a été plutôt dominant, on a eu énormément d'occasions, on a mis 2 buts. Et donc, beaucoup de personnes se demandent, tiens, si on avait joué comme ça dès le début du match, est-ce que ça aurait pas été une meilleure chose? Finalement, de rester fidèle un petit peu à ce qui fait l'essence de cette équipe, hein, c'est-à-dire un jeu très offensif, plutôt que de jouer la prudence. Bon, je vais donner mon avis, évidemment, sur ce sujet. On regardera le déroulé du match, on regardera les statistiques avancées notamment de DataOL, notre copain sur Twitter, et on terminera par les déclarations des différents acteurs du jeu. Alors on se demandait tous, est-ce que Paulo Fonseca va réussir là où Pierre Sage a échoué, c'est-à-dire battre le Paris Saint-Germain, rivaliser avec le Paris Saint-Germain. Sous Pierre Sage, bon, il les a rencontrés que 2 fois, mais sous Pierre Sage, non, 3 fois, pardon. Il y a eu un match en championnat, un match de Coupe de France et le deuxième match de championnat au mois de décembre. Donc il les a joués 3 fois et il n'a pas trouvé les solutions. La première fois, il a joué, on va dire, de manière très offensive, c'était à Paris, boum, 4-1, on rentre chez nous. Finale de la Coupe de France, 2-0 très rapidement, on réduit le score et puis après, on s'est un peu éteint. Et le dernier match à Paris, là encore, 2-0, on revient à 2-1, mais on fait pas grand-chose derrière, on finit à 3-1. Donc Paulo Fonseca, on l'attendait sur le plan tactique, voir ce qu'il allait nous proposer. Et en fait, Paulo Fonseca, il nous a proposé du Rudy Garcia, c'est-à-dire on bétonne comme des malades en espérant choper une contre-attaque ou un coup de pied arrêté. Parce que je l'avais dit en avant-match, on va dire, des faiblesses du Paris Saint-Germain, c'est quand même le manque de taille. Donc on pouvait se dire quand même que sur des coups de pied arrêtés, sur des corners, il y aurait peut-être des situations. Alors il y a eu des situations quand même, hein. Bon, on va regarder un petit peu la composition d'équipe, puisque Paulo Fonseca nous a surpris. Alors il nous a surpris en bien, en mal, hein, ça c'est chacun qui jugera, puisque finalement il a décidé de se priver peut-être de l'attaquant le plus en forme de l'équipe, c'est-à-dire Georges Mikotadze, et de mettre en numéro 9 ou alors en deuxième 10, parce qu'on le voit ici, là, en interview d'avant-match, il nous dit on va pas jouer avec un 9, on va jouer avec 2 10 et on va essayer d'alimenter nos flèches. Alors certains lui ont fait remarquer, je crois que c'était notamment Ludovic Julie qui lui dit ah oui mais quand même là vous avez des gens donc, comme Nuama, comme Fofana, comme Cherki qui peuvent centrer, mais il n'y a personne à la réception. Ce qui n'était pas idiot, mais on va voir que, en tout cas moi je comprends pourquoi il a fait ça, force est de constater que ça n'a pas fonctionné. Donc sur le plan défensif, les milieux de terrain, il n'y a rien à dire. Il a fait ce qui était attendu, c'est-à-dire Perry dans les buts, Tagliafico, Niakate, Mata, Koumbedi, bon, c'est traditionnel. Tessman et Matic devant la défense, là aussi c'est traditionnel. Tolisso en 10, c'est devenu traditionnel. Fofana à gauche, Nuama à droite, c'est un peu moins traditionnel, ce qui n'est pas traditionnel du tout, puisque c'est peut-être la première fois de sa carrière en pro que Ryan Cherki donc jouait devant le numéro 10. Alors, ça nous a surpris, c'était osé, mais je dirais que nos affres ne découlent pas de ça. Nos affres, ils découlent d'une intention, ou d'un manque d'intention. Parce que, oui, d'accord, Cherki numéro 9, c'est pas son poste. Mais je dirais que c'était pas fou de se dire, on va densifier le milieu de terrain avec quand même un créatif comme Tolisso, on va mettre un créatif devant Cherki, et on va surtout espérer que Nuama, que Fofana, sur du jeu de transition, puissent prendre à revers la défense du Paris Saint-Germain. D'ailleurs, il met Nuama à droite pour que celui-ci se retrouve sur son pied gauche s'il arrive à avoir une contre-attaque. Il met Fofana sur son pied droit, donc il le met à gauche. Là aussi, s'il a une contre-attaque, il peut y aller. Donc, je ne crois pas que c'était fou. Mais en fait, c'est pas ça qui est gênant. Parce que oui, Cherki numéro 9, c'est pas une grande idée, surtout que vous vous privez de Mikotadze qui, lui, est actif, est rapide, et en plus a fait une entrée assez fulgurante. Bon. Et qui avait marqué d'ailleurs à Paris. Non, le problème, c'est les intentions. Parce qu'on peut mettre, même si vous mettez Mikotadze ici, là, en titulaire, les intentions de l'OL, c'était de bétonner.
Donc vous pouvez mettre tous les numéros 9 que vous voulez. Alors il y aurait peut-être eu un petit peu plus de punch sur le jeu de transition. Ok, je suis d'accord. Mais je veux dire, les intentions, elles n'étaient pas là. Les intentions, c'était vraiment de ne pas prendre de but. Mais on a remarqué cette saison que quand l'OL veut bien défendre, il ne sait pas attaquer. Et quand il veut attaquer, il ne sait pas défendre. Alors, ça vient peut-être de la construction d'équipe, peut-être d'un milieu de terrain défaillant, ce qui a été encore le cas hier, d'une défense qui est un peu qu'un on va dire. Mais en tout cas, ça n'a pas fonctionné et je ne le relie pas à la titularisation de Cherki, je le relie aux intentions. Mais attention, je ne vais pas retourner ma veste. Personnellement, j'estimais que prendre un point face au Paris Saint-Germain, c'était un bon point. Donc oui, la première mi-temps était d'un ennui mortel, mais alors c'est vrai qu'il y a eu une grosse occasion pour le PSG où Clinton Mata a sacrifié son corps pour empêcher le ballon de rentrer dans le but. Mais même si c'était moche, même si c'était crado, même si c'était dégueulasse, un bon vieux 0-0 à la Rudy Garcia sur 90 minutes, c'est pas flamboyant, c'est pas génial, mais après tout, à un moment donné, il faut accepter aussi qu'on joue une équipe qui, à mon sens, je sais que, et je l'ai vu dans les commentaires, certains ne sont pas d'accord, mais à mon sens, cette équipe figure dans le top 3 européen. Je précise même que Paulo Fonseca a dit que c'était peut-être la meilleure équipe d'Europe en ce moment. On va le savoir rapidement puisque le Paris Saint-Germain va jouer Liverpool, qui unanimement est considéré comme la meilleure équipe, peut-être avec le Real Madrid. Tout simplement, ils ont fini premier de la première phase de Ligue des Champions et ils sont leaders du championnat d'Angleterre. Ils ont encore mis une taulière à Manchester City. Bon, bref. Donc on verra très rapidement ce que vaut réellement ce Paris Saint-Germain, puisque moi, personnellement, je considère qu'ils font partie du top 3 européen. Alors on a à l'écran l'attaque momentum, donc l'élan offensif. Nous sommes en vert, et oui, la double peine, une défaite, et en plus on est en vert sur l'attaque momentum. Et vous voyez que pendant 1 heure, il ne se passe rien du tout. Et en fait, le paradoxe, premier but d'Hakimi, deuxième but de Dembélé, c'est quand on est mené 2-0, et bien que finalement, Paulo Fonseca décide un petit peu de lâcher les chevaux. Donc il fait rentrer Almada, il fait rentrer Lacazette. Malheureusement, il attend encore trop longtemps, à mon sens, pour faire rentrer Mikotadze. Mikotadze qui a clairement tout changé. D'ailleurs, c'est vraiment à son entrée que se passent les meilleures choses. Donc on se situe à peu près ici, là. Alors malheureusement, je n'ai pas le curseur sur l'écran. Mais on va dire, voilà, juste avant le but, à peu près 15 minutes de la fin. On voit que le PSG n'existe plus tellement. Et certains tirent la conclusion que si on avait joué comme ça pendant tout le match, on aurait peut-être fait autre chose. Alors, moi je dis, est-ce qu'on a les moyens physiques et est-ce qu'on a les moyens avec les joueurs qui sont alignés de faire les 20 dernières minutes qu'on a fait pendant tout un match face au Paris Saint-Germain? Moi personnellement, je ne le pense pas. Donc je pense que on avait très peu de chances de remporter ce match parce que tout simplement, je pense que le Paris Saint-Germain, dans quasiment tous les domaines, nous est supérieur. Donc, ce qui s'est passé hier, pour moi, c'est assez logique, c'est assez normal. Après, j'entends ceux qui disent, oui, mais on doit rester fidèle à notre ADN football. Bon, voilà, donc c'est-à-dire un jeu offensif, etc. Mais Pierre Sage l'a essayé, il a pris 4-1 à Paris. Donc, je ne vais pas blâmer Paulo Fonseca. Je pense qu'il a quand même, il s'est un peu privé de quelque chose en ne mettant pas Mikotadze. Mais c'est surtout dans les intentions. Mais les intentions, je ne les critique pas parce que j'estime qu'à la mi-temps, 0-0, si vous faites 0-0 à la fin du match, c'est pas beau, c'est pas glorieux, mais un point dans la situation où l'on est au classement, un point, ça fait du bien. Et puis surtout, ça donne de la confiance et ça donne du crédit à l'entraîneur. Parce que finalement, si on regarde de manière purement factuelle les choses, Paulo Fonseca, il a joué 2 équipes parmi les 4 dernières du championnat, il a mis des tôles. Il a joué les 2 meilleures équipes du championnat, Marseille et Paris, et il n'a pas gagné, il a pris 3-2 à chaque fois. Donc pour le moment, l'effet Paulo Fonseca, il se fait un peu ressentir. Alors ceux qui ont une vision très positive diront, oui, mais depuis qu'il est là, on a systématiquement marqué au moins 2 buts par match, on a mis 10 buts en 4 matchs. Ok, je dirais que on va redescendre un petit peu sur les semaines qui viennent, puisqu'on va jouer des équipes, on va dire,
à peu près dans notre chapeau, si on peut dire. Donc, on va jouer Brest, on va jouer Lille, on va jouer Monaco, on va jouer Nice. Donc là, bah voilà, là on saura si Fonseca, bah, il nous fait passer le fameux step-up qui est attendu du fait de son remplacement de Pierre Sage. Alors si on regarde les stats, au final, ben 3-2, ça reflète parfaitement les statistiques, puisque on a 1,78 XG, donc 2 buts, 2,46 pour le PSG, donc 3 buts. On a 3 grandes chances, ils en ont 5. Il faut dire aussi que les gardiens ont fait de grands arrêts. Perry, je trouve, n'a pas été impérial sur un certain nombre d'interventions, mais il fait quand même des gros arrêts. Donnarumma fait des gros arrêts. D'ailleurs, il a quand même un 8 dans l'équipe, ce qui veut dire quand même qu'il s'est passé des choses. On a tiré 14 fois au but, alors surtout en fin de deuxième mi-temps, et eux 15 fois. Donc bon, voilà, les statistiques reflètent ça, avec quand même une petite supériorité au final pour le Paris Saint-Germain. Ce qui m'embête un peu sur les buts qu'on prend, eh bien, c'est qu'il y en a 2 qui sont quasiment jumeaux. Hakimi, qui se retrouve totalement isolé au deuxième poteau. Ça arrive une fois, bon, vous dites, voilà. Ça arrive 2 fois, là ça commence un petit peu à m'agacer. Alors je veux pas spécialement blâmer Tagliafico, parce que Tagliafico, il a peut-être dû combler des brèches, et en comblant les brèches, il a libéré Hakimi. Ce que je constate, eh bien, c'est que on n'apprend pas de nos erreurs, y compris pendant un match. Hakimi, c'est sans doute un des meilleurs joueurs du championnat, je ne comprends pas qu'il puisse se retrouver tout seul. Alors sur le premier but, je veux quand même dire une chose, vous savez que si vous suivez ma chaîne, c'est très rare que je m'en prenne à l'arbitre ou à la VAR. Mais il y a un certain nombre de faits qui m'ont franchement déplu. L'action qui amène le premier but d'Hakimi, elle me gêne beaucoup parce que ça fait suite à une contre-attaque où Nuama, alors Nuama, on aurait pu le dire, devait passer à Fofana qui était tout seul à gauche. Ça, tout à fait d'accord. Il aurait peut-être pu tirer, mais malheureusement, étant gaucher, avec un défenseur sur lui, bah, il ne peut tirer que du pied droit, il n'a pas confiance dans le pied droit. Mais bon, moi ce que je trouve quand même, c'est que Nuno Mendes qui est sur l'action, il le pousse dans le dos. Pour moi, il doit y avoir penalty. Le penalty n'est pas sifflé, Donnarumma récupère le ballon, relance et on prend le but sur l'action qui suit. Donc ça, franchement, ça ne me plaît pas. Deuxième action qui ne m'a pas plu, Hakimi, qui met quand même un coup de latte à Tagliafico, alors qu'on sait que Tagliafico est quelqu'un qui peut être très énervant sur le terrain pour les adversaires. Mais le coup de latte, il est là. Donc Hakimi prend un jaune. Pour moi, ça aurait pu valoir bien plus. Alors attention, je ne fais jamais de foot fiction. Si le penalty avait été sifflé, nanani nanana, on ouvrait le score, donc on aurait peut-être gagné, vu qu'il n'y a qu'un but d'écart à la fin, on aurait fait un match nul. Bon, je ne dis pas ça, je pense que le PSG est supérieur, il l'a démontré hier, il est supérieur quasiment dans toutes les lignes, sauf quand évidemment Hernandez et Beraldo se sont retrouvés tous les deux à défendre à gauche. Il faut dire quand même que tous les buts qu'on marque viennent de là. Donc bon, je ne fais pas de foot fiction, mais quand même, ces faits-là m'ont déplu. On a quand même la VAR qui peut revenir dessus. Alors il faut savoir que la VAR ne va changer une décision que s'il y a erreur manifeste, donc on pourra gloser. D'ailleurs, quand j'ai lancé un sondage sur la chaîne avec des supporters pendant le match, vous étiez 60% à penser qu'il y avait de penalty, donc là on parle d'une chaîne de supporters, ça veut dire quand même qu'il y a 40% qui considéraient qu'il n'y avait pas penalty. Donc à la limite, la VAR peut considérer qu'il n'y a pas une erreur manifeste. Bon, de toute façon, je ne vais pas aller plus loin sur l'arbitrage, puisque à mon avis, Tolisso et Lacazette auraient pu prendre un carton jaune parce qu'ils ont fait une semelle. Bon, ils ne l'ont pas eu, donc voilà. Bon, pour moi, de toute façon, l'arbitrage, c'est un élément du jeu, on doit faire avec. Alors, sauf si, comme Pablo Longoria, on pense que l'arbitrage, il y a de la corruption. N'importe quoi, mais enfin bon bref, qu'est-ce que vous voulez, le FC Ouin avant c'était nous, maintenant c'est Marseille. Bon, il faut faire avec, ça fait partie du jeu. On va passer maintenant aux statistiques avancées donc qui nous sont proposées par DataOL sur Twitter. Alors les stats, on leur fait toujours un peu dire ce qu'on veut. Vous le savez, on peut prendre qu'un truc un peu partiel pour essayer de démontrer ce qu'on veut. Néanmoins,
Il nous dit, donc Datawell, Georges Mikotadze, c'est 15 minutes, 15 matchs pardon, en temps cumulé, hein, c'est-à-dire 1353 minutes, c'est 15 matchs, et il a été décisif 13 fois, 10 buts, 3 passes décisives. C'est une façon de voir les choses, parce que il est plutôt pas mal, on va dire depuis 2 mois et demi. Son début de saison, il n'est pas bon. Ça, on ne peut pas l'ignorer. Donc voilà, on pourrait croire que le mec, dès qu'il joue, il est décisif. Non, c'est un peu plus compliqué que ça. Paulo Fonseca a enregistré ce soir sa possession de balle la plus basse, 35% de possession. Moi, j'aime bien quand on dit oui, on veut avoir la possession contre Marseille, on veut avoir la possession contre Paris, et puis au final, on se retrouve avec 35%. Parce que pour avoir la possession, il faut des mecs qui sont capables de gérer cette possession. Et je pense qu'on a des mecs qui n'en sont pas capables. Donc voilà, je crois qu'à un moment donné, il faut assumer que face au gros, en tout cas, on est une équipe de contre. Et donc voilà, il faut pas se voir plus beau qu'on est sur la possession. Donc son plus faible pourcentage depuis plus de 3 ans et 10 mois, 28% en 2021 face à l'Ajax d'Amsterdam. L'Ajax à cette époque-là, c'est exceptionnel. Alors qu'il entraînait l'AS Roma. Lucas Perry a touché 39 ballons ce soir, plus que 6 des autres titulaires. Les joueurs les plus décisifs cette saison avec l'OL, toutes compétitions confondues, Ryan Cherki, 19 buts et passes décisives. D'ailleurs, hier, encore un but pour Cherki, un but pas facile, servi par Mikotadze, extérieur pied gauche. De toute façon, Mikotadze, dès qu'il est rentré, il était virevoltant. Donc évidemment, ça laisse un petit peu de regret parce qu'il rentre très tard, il rentre bien après la casette. D'ailleurs, pendant le live, je disais, c'est quand même un peu dur pour Mikotadze parce qu'il est quand même en grande forme, il se donne beaucoup sur le terrain. Alors, Paulo Fonseca a expliqué en interview qu'il avait parlé avec Mikotadze, je crois que c'est dans l'équipe ce matin, qu'il avait parlé à Mikotadze pour l'expliquer un petit peu, que nos intentions, c'était surtout de bien défendre, etc., etc. Bon, vous allez voir d'ailleurs que Mikotadze, dans ses déclarations, bon, on sent que, bon, il a un petit peu les boules quand même, quoi, parce que il se dit, on s'est quand même privé d'un atout important en ne me faisant pas jouer plus tôt. Donc Mikotadze, deuxième avec 13 buts et passes décisives. Lacazette et Fofana, 12. Et Tolisso, 11. Tolisso qui enchaîne quand même un 5e match consécutif avec un but. Quand même pas rien. Par contre, si on va revoir le but de Dembélé, il est sur la photo, l'ami Tolisso. Hein, parce que on sait que Dembélé, alors on nous dit il peut tirer des 2 pieds. Ok, d'accord. Mais bon, là, il lui ouvre quand même le pied gauche hyper facile et donc Dembélé, il lui a quand même facilité la tâche. Bon, bref. L'OL a enchaîné 4 défaites de suite face au Paris Saint-Germain en Ligue 1 pour la première fois depuis 1981-1983. Ouais. Là, on n'y arrive plus face au PSG, hein, clairement. Alors, Tolisso, justement, 63 ballons touchés, 87% de passes réussies, 24%, 24 passes dans le camp parisien, une passe clé, donc qui amène un but, 3 tirs, dont un cadré, un but, justement, ce tir cadré, 9 ballons récupérés. Bon, il n'y a pas d'autres stats. Alors, oui, statistiquement, c'est pas mal, mais bon, si je veux titiller, si je veux taquiner, je dirais donc il est sur la photo du but de Dembélé, et sur le premier but d'Hakimi, Tagliafico vient en aide, et Tolisso finalement ne défend sur personne, alors que dans une bonne rotation défensive, c'était à lui d'aller sur Hakimi. Et il n'y est pas. Je vous invite à aller revoir les images. Donc oui, alors oui, offensivement c'est pas mal, mais bon, il y a quand même des erreurs, et bon, ça a tendance quand même à se répéter, notamment face au Paris Saint-Germain, où il donne un penalty, la passe à l'époque de Laurent Blanc, où il donne un autre penalty, enfin bon bref. Moi, je reste quand même un peu mesuré par rapport aux prestations de Tolisso. Alors, excusez-moi, j'ai perdu la page, on continue. 4 dribbles subis par Tagliafico face au PSG, son record depuis son arrivée au club. Tagliafico, bon, c'est un peu un sujet en ce moment, hein, vous le savez. D'un côté, on dit qu'il veut rester, de l'autre côté, il dit ouais, mais il faut voir si on fait avec des champions. Bon, moi, j'ai jamais été un fan de Tagliafico. Hein. Je me rappelle d'ailleurs, j'avais fait une vidéo à l'époque où on l'a recruté, puisqu'on était sur 3 joueurs. On était sur Tagliafico, on était sur Tyrell Malacia et on était sur Guerreiro, donc qui à l'époque évoluait au Bayern mais qui ne jouait plus. Ou à Dortmund, je sais plus, mais enfin bon bref. Et pour moi, des 3, le moins intéressant, c'était Tagliafico. Alors on va me dire, ouais, non mais n'importe quoi, les champions du monde et tout ce que tu veux. Ouais, mais bon, moi Tagliafico, voilà, bon, alors, d'accord, la Grinta et tout ça, mais
Moi, je suis pas un fan de Tagliafico et pour tout vous dire, hein, s'il part, je vais pas verser de larmes. 42% de ballons perdus pour Fofana, 11 sur 26, record du match. Bon, Fofana, il fait pas un bon match, faut le dire. Ça fait quand même depuis le début de l'année 2025 qu'il est en difficulté, Fofana. Va falloir qu'il se réveille. Parce que c'est bien beau, certains le voyaient vendu 60 millions. Là, je peux vous dire que ça a bien baissé. 4 passes clés pour Ryan Cherki, record du match, égalité avec Vara. Bon, Cherki là aussi qui fait pas un bon match, qui a quelques fulgurances, qui à nouveau a beaucoup râlé sur ses coéquipiers. Alors, les joueurs, ça on l'a déjà vu. Ouais, et ça c'était une stat qui a été publiée avant le match, que j'avais trouvé assez intéressante, puisque l'OL cadre 59,6% de ses tirs cette saison en Ligue 1, et c'est le plus gros pourcentage des 5 grands championnats européens cette saison. Même pas rien. Hors frappe déviée, donc bon, quand même une stat assez intéressante. Alors passons aux déclarations des acteurs du jeu. On va commencer par le coach, Paulo Fonseca. Nous pouvons avoir un autre résultat, on en mérite un autre. Faut se calmer. Hein. De toute façon, les coachs, ils sont rarement bons dans les défaites. Donnarumma était décisif, malheureusement pour nous. Ouais, bon, bah, Bataille sauve la mise, Perit fait des arrêts aussi. Enfin, faut pas avoir une vision, je dirais, biaisée des choses. On a bien défendu. Prend 3 buts en deuxième mi-temps, 2 en 5 minutes. Bon, est-ce que c'est ça s'appelle bien défendre? Plus d'autres occasions, donc bien défendu, bon. Mais je pense qu'avec le ballon, nous n'étions pas bien. Oui, ça c'est sûr. On était pressés et nous n'avons pas eu de courte solution, mais c'est en progression, on peut mieux faire. Lucas Perry n'a pas eu beaucoup d'arrêts à faire. Bah non, déjà il prend 3 buts, donc il les a pas arrêtés, et puis à côté, il y a quand même des arrêts. Bref, ce qui montre qu'on était en place défensivement. Alors il est embêté, Paulo Fonseca, parce que finalement, John Textor a viré Pierre Sage en disant « Ton équipe ne sait pas défendre, c'est de ta faute, t'es nul et tout ça. Moi, je vais prendre un coach qui nous met une super structure défensive, machin, patati, patata, machin. Allez, Marseille, 3 buts, Paris Saint-Germain, 3 buts. » Et Marseille, je sais plus combien d'XG, mais un truc de fou. Paris, pareil, beaucoup, enfin 2,46 XG, ce qui est beaucoup. Hein. Donc bah voilà, il se défend comme il peut en disant bon la défense a été bonne, mais la défense elle n'a pas été bonne, faut arrêter de nous prendre pour des jambons. Et puis alors si quand tu défends tu peux plus attaquer, c'est que pour moi l'organisation elle est pas bonne. Alors je lui laisse le temps, mais quand même faut dire, dans ce mois de février, à chaque fois il a une semaine pour préparer les matchs. Donc bon, est-ce qu'on voit des gros progrès? C'est pas évident. Bon. Donc moi j'attends, parce que pour l'instant, Fonseca, c'est pardon, 2 victoires, 2 défaites. Alors oui, la première défaite après est arrivée 3 jours. Bon bah là il est arrivé depuis 3 semaines. Bah, on prend 3-2. Bon bah voilà, et puis bon, on est mené 3-1. Le deuxième but il arrive à la 92e. Donc c'est pas voilà, c'est pas génial. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Avec un attaquant, ça aurait été la même chose. Là, pour le coup, je suis d'accord, parce que moi, je critique les intentions. Je critique pas forcément Cherki numéro 9, même si je pense que ça aurait été mieux avec Mikotadze. Je pense que ça aurait été mieux Cherki que Nuama. Ça, c'est mon point de vue. Après, c'est toujours facile de refaire les matchs, hein, mais bon. Mais c'est surtout les intentions. Et lui, il nous dit, l'intention, c'est de jouer. Paolo, prends pas pour des jambons, s'il te plaît. L'intention, c'était pas de jouer. Nous avions la possibilité de faire des choses d'une autre façon, mais le ballon n'arrivait pas en bonne condition pour Ryan. Je suis content des joueurs qui sont rentrés. Je pense que Thiago a été très bien, Alex aussi. Nous avons été décisifs au moment des changements. La stratégie était différente. J'ai parlé avec Georges Mikotadze. Il a compris ce qu'on voulait faire. Le plus important, c'est qu'il a fait une très bonne entrée, ce qui est vrai. Dans les 4 derniers matchs, on a joué face aux 2 meilleures équipes de France. Eh oui, mais les amis, on aspire quand même rivaliser, notamment à domicile, avec ces équipes-là. Donc moi, je veux bien. Mais à un moment donné, si on prend l'ensemble de la saison, à part Nice, qu'on a battu 4-1, et encore, faut se souvenir des circonstances du match, face à toutes les équipes du top 5, on n'a fait pas grand-chose, surtout des défaites. Donc voilà, on est 6e finalement. Est-ce que c'est pas notre véritable classement? On peut peut-être pouvoir gratouiller une 5e place, parce que moi personnellement, je préfère aller en Europa League qu'aller en Conference League. D'ailleurs, vous remarquez,
Certaines personnes nous ont dit « Ah bah la Conference League, faut pas cracher dessus, patati patata, c'est pas si mal et tout ça ». Qui parle de la Conference League? Lens n'a pas passé le tour de barrage, donc n'est pas dedans. Canal+ diffuse les matchs, je me demande bien qui regarde les matchs de Conference League. La seule équipe qui vaut quelque chose dans cette Conference League, c'est Chelsea, et ils vont sans doute la gagner. Ils envoient leur équipe B, leur équipe C, ils roustent tout le monde. Enfin, qu'on me fasse pas dire que la Conference League, c'est une compétition intéressante. En plus, elle rapporte que dalle. Donc, je me dis, à défaut de 4e place, bon, une 5e place, ce serait pas si mal, parce que, personnellement, mais ça, ce n'est que mon point de vue, la Conference League, ça ne m'intéresse pas. Alors, Mikotadze, qui est vraiment l'entrant qui a été le plus intéressant, vous allez voir ce qu'il dit. Et il n'y a pas besoin de lire beaucoup entre les lignes pour comprendre que lui, la tactique de Monsieur Fonseca lui a pas trop plu. Bon, on a réagi trop tard. On n'a pas assez utilisé notre jeu offensif. Quand on le fait, on fait peur à tout le monde. Si ça, c'est pas un tacle glissé pour Monsieur Fonseca, je ne sais pas ce que c'est. Le PSG a tremblé jusqu'à la fin. On n'a pas assez montré dans les 70-80 premières minutes. Avant mon entrée. On a pris 3 buts évitables, on va dire. Bon, donc vous voyez quand même que Mikotadze, ok, Fonseca lui a parlé, mais on peut pas dire qu'il a trop kiffé la tactique de son entraîneur. Après, voilà, bon, moi, je fais pas de foot fiction, je comprends pourquoi Fonseca, il a fait ça. Je ne dis pas que si on avait commencé avec une équipe plus offensive, si on avait été plus agressif, si on avait pressé plus haut, d'ailleurs, en première mi-temps, une seule fois, on est allé presser haut et on a eu l'occasion où Mata a dû sauver sur sa ligne. Donc je comprends qu'après ça a été, on va dire, très tendu pour pouvoir aller presser très haut. On a commencé à presser très haut quand on était mené parce qu'on n'avait plus le choix. Donc quand même, il faut le dire, et ça je l'avais dit avant le match, Paris c'est une équipe qui, par sa structure, par la typologie de ses joueurs, nous met en difficulté. Ils sont jeunes, ils sont rapides, ils sont techniques, ils vont vite, ils ont 3-4 poumons. Bon, nous, on a quand même pas mal de vieux, on en a qui ont des pieds, qui ont 2 pieds gauche, on a qui, voilà, même un demi-poumon, je sais pas s'ils les ont, et je parle pas que de Matic, il suffit de voir Tessman. Donc voilà, c'est la logique, quoi. Hier, il aurait fallu un petit miracle, une expulsion. D'ailleurs, Hakimi s'est fait vilipender par Luis Enrique, parce que Luis Enrique, il a vu le coup de pied. Il a dit, non mais attends, on est dans le match et tout ça, qu'est-ce que tu vas nous faire ça? Tu risques une expulsion à 10 contre 11, on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc voilà. Bon, écoutez, vous le sentez bien, les amis. Je suis pas défait après cette défaite. On reste 6e. Bon, par contre, on commence à prendre un petit peu de retard. On va regarder ça tout de suite sur les équipes qui sont devant nous, notamment pour le top 4. Voilà, donc le PSG évidemment conforte sa position avec 13 points d'avance sur Marseille et puis une différence de but nettement supérieure. Marseille reste à la 2e place. Nice qui vient justement gratouiller les Marseillais quand même. Nice, quelle saison en Ligue 1, parce qu'en Europa League, ils ont franchement été honteux. Donc à 3 points de Marseille, avec une différence de but qui finalement est très proche, et je crois que les deux équipes vont se rencontrer bientôt. Lille, grâce à sa victoire face à Monaco, passe devant, et dans le top 4. Monaco qui s'écroule totalement, que ce soit en Ligue des Champions ou en championnat. Donc nous, on a quand même 4 points de retard contre Monaco, on ira jouer à Monaco. On a 5 points sur la 4e place, donc Lille, donc je crois qu'on va recevoir Lille, et on a 7 points sur Nice, 7 points sur Nice, c'est-à-dire 7 points de retard sur le podium. Nice, on va aller jouer chez eux, ils ont 7 buts de plus en différence de but, donc ça commence à devenir tendu. Alors, notre prochain match, ça va être la réception de Brest. Brest qui est une équipe qui nous pose énormément de problèmes, tout simplement parce que c'est une équipe qui est extrêmement forte dans les duels. Elle est en train d'opérer une remontée impressionnante, elle n'est qu'à 3 points de nous. Donc attention la semaine prochaine. C'est ce qu'on appelle un match à 6 points, c'est-à-dire que si Brest gagne, ils reviennent à notre hauteur, et si nous, on gagnons, on leur met 6 points dans la vue, et on se rapproche un petit peu de ceux qui sont devant.
Et c'est tendu, les amis, hein, c'est tendu. Il reste 11 matchs, donc 33 points à distribuer. On va jouer nos adversaires directs, donc là, il va falloir assurer. Voilà, alors ça donne une fin de saison passionnante, et notamment aussi avec l'Europa League, hein, vous le savez, on va jouer Bucarest, ensuite Manchester United, ou bien la Real Sociedad. Je miserais plutôt sur la Real Sociedad, parce que Manchester United, c'est catastrophique. Donc une fin de saison intéressante, mais quand même extrêmement périlleuse. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié ce débrief. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.